Je vous propose qu'on démarre tranquillement. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Carole Prost. Je suis naturopathe depuis une vingtaine d'années sur la région de Chambéry, Aix-les-Bains, jusqu'à Genève, où j'ai le grand plaisir d'enseigner dans une école de naturopathie également. Je suis passionnée par l'alimentation depuis toujours, mais j'ai beaucoup développé une approche holistique de l'alimentation depuis mon installation au cabinet voilà, dans les années 2000. J'ai d'abord été formée à l'alimentation l'alimentation dans mon cursus de naturopathie et puis à l'alimentation symbolique par le docteur Olivier Soulier qui a développé cette approche sur le sens des désirs alimentaires. Voilà, j'ai étudié pendant 9 années cette approche des désirs alimentaires et surtout je l'ai beaucoup appliquée dans ma pratique au quotidien. Donc dans mon cabinet, puisqu'il n'y a pas mieux que le terrain pour expérimenter des approches qui peuvent sembler un petit peu théoriques. Et depuis 5 ans maintenant, j'ai encore creusé, encore développé l'histoire de l'alimentation, l'anthropologie de l'alimentation, la sociologie de l'alimentation, toujours avec l'expérience aussi en pratique. Et donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une approche qui change de l'approche nutritionnelle classique. C'est-à-dire que là, on ne va pas se demander s'il nous faut des protéines, des glucides, s'il nous faut des antioxydants, s'il faut qu'on prenne 3 fois par jour, 5 fois par jour des fruits et légumes. On va s'intéresser en fait à ce qui donne du sens, à ce qui nous nourrit. Donc voilà, cette notion de nourriture qui n'est pas seulement quelque chose qui va nourrir le corps. Alors bien sûr, il y a de grandes chances que nous soyons faits de ce que nous mangeons depuis que nous sommes tout petits. On est constitué cellulairement, bien sûr, de nutriments. En tout cas, voilà, ça fait un moment que ceux du début, ils sont plus là. Enfin, les cellules du début ne sont plus là. Mais il y a de grandes chances qu'on soit constitué en grande partie de ce qu'on mange, parce qu'en fait, c'est une manière d'intégrer le monde, d'intégrer le vivant et d'intégrer les émotions qu'on va vivre dans notre quotidien. Donc on va parler aussi d'émotions en lien avec l'alimentation. Donc pourquoi on mange? Peut-être pour commencer, déjà pour survivre. Donc cette notion de survie, elle se pose encore une fois en dehors des aspects très branchés, actuels, nutritionnels. Il faut que je prenne un smoothie green, antioxydant pour être en forme. Ben non, la première des choses, c'est que déjà, je dois survivre. Donc la notion de survie, elle est hyper importante dans le lien que vous avez construit à l'alimentation. Fut une époque, les aliments ne venaient pas de l'autre bout de la planète et vous mangiez ce que vous avez juste à côté de chez vous. Donc c'était ce qu'on appelle cette notion de biotope. On mange les produits qui poussent sur la terre qui nous a vu naître. Ça revient un petit peu à la mode aujourd'hui avec les locavores notamment, mais cette notion du biotope, en fait avant, c'était pas une question de choix, c'était une question de nécessité. Donc comme je dis souvent, nécessité fait loi en alimentation et certains régimes alimentaires vont être basés là-dessus. Et puis ensuite, y a l'environnement familial qui va être directement relié à la culture à laquelle vous appartenez. Donc dans la culture, on va voir là les croyances. Donc les croyances, elles peuvent être que oui, mais il faut pas manger tel aliment parce que sinon ça fait grossir, mais tel aliment ça va donner des maladies, ou celui-là c'est pas pour nous, on peut pas se l'autoriser parce que c'est pour les gens qui ont des moyens. Nous on peut pas manger tel ou tel type d'aliment. Nous on peut manger que des aliments qui correspondent à notre classe sociale. Donc l'alimentation, par exemple pour les patates, tout à fait. Donc l'alimentation, elle est beaucoup reliée aux croyances et aux croyances familiales. Surtout dans la petite enfance, mais on voit, et moi je vois encore en cabinet actuellement, à quel point ce qui se passe dans la petite enfance peut avoir des résonances même 30, 40, 50 ans après dans notre relation à l'alimentation et ce lien émotionnel qu'on va créer avec l'aliment. Bien sûr, il y a les religions, croyances, culture, famille, religion, on en remet une couche. Donc là, c'est sûr que si vous êtes musulman, vous avez de fait une interdiction de base à consommer certains aliments. Si vous êtes juif, c'est pareil. Si vous êtes catho, vaut mieux quand même faire un peu carême, respecter le poisson le vendredi. Il nous reste plus beaucoup de choses de l'imprégnation de la religion catholique, mais pour des gens qui ont aujourd'hui 70-80 ans, dans leur enfance,
ils ont connu cet impact-là avec les fêtes aussi, donc une vie rythmée par les fêtes religieuses. À tel moment, on va manger des bugnes, donc ça va être encore chez nous relié à la période voilà, de la sortie d'hiver. Normalement, c'est la sortie du carême. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point on est imprégné de tout ça, même quand aujourd'hui on est plus pratiquant. On vit dans une société judéo-chrétienne qu'on soit croyant ou pas, on a encore des traces et on aime respecter aussi les traditions. Alors justement, après croyance, religion, tradition locale. Si ici je mange pas de fromage, je vais commencer à me faire des ennemis. Alors d'abord dans la famille, ça va être compliqué, hein, parce que je vais plus pouvoir partager les repas qui sont des repas de convivialité, qui donnent du sens aussi au lien familial. Alors c'est génial avec les trucs qui collent, c'est que pour faire du lien, c'est quand même top, quoi, hein. Donc la fondue, la raclette, on est tranquille. Voilà, hier soir j'ai eu le plaisir d'aller dans un petit resto où ma collègue a pris alors c'est la nouveauté a priori là dans le Vercors, c'est le Saint-Félicien ou le Saint-Marcelin rôti au four. Ça aussi, ça colle bien. Donc avec des frites, hein, au top. Voilà. Si on prend beaucoup d'aliments à base de blé, gluten, riz, tous les féculents, maïs, les féculents des grandes civilisations. Alors quand je dis grande civilisation, c'est pas forcément en supériorité, hein, c'est en nombre dans tous les cas. En Amérique du Sud, avec la civilisation qui est reliée à la culture du maïs. En Europe, on est plutôt sur le blé. Et puis en Asie, on est plutôt sur le riz. On va dire voilà, les grandes céréales sur les continents. En Afrique, on va retrouver le sorgho, on va retrouver tout ce qui est autour du mil. Alors ça colle moins, bizarrement. Alors, les ignames, ça colle beaucoup, ça colle et c'est gluant et visqueux. Par contre, tout ce qui va être blé, tout ce qui va être maïs, on fait des tortillas, des galettes, du pain. Et tout ça, ça contient en fait des protéines qui s'agglutinent et qui vont donner de l'élasticité. Alors il y a plus d'élasticité avec le gluten qu'on va retrouver dans le blé que ce qu'on va retrouver dans les autres céréales. Donc le blé sera vraiment l'aliment qui va nous ramener aussi à la famille, à l'héritage, à cette notion de transmission, à cette notion de transmission, mais avec cette notion vraiment de devoir répondre à la loi familiale quand même. Donc dès que vous aurez des difficultés avec ce type d'aliment, peut-être posez-vous la question en quoi mon corps essaye de me transmettre un message comme quoi il y a quelque chose qui ne me convient plus dans le fonctionnement. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de pourquoi on mange. Peut-être qu'on peut évoquer aussi maintenant cette notion d'envie, de désir de certains aliments ou d'aversion pour certains aliments. Dans tous les cas, la première des règles, c'est de se dire qu'il n'y a pas de jugement dans cette approche de l'alimentation. On ne va pas se dire « Ah, c'est mal, je viens de m'avaler une tablette de chocolat au lait ». On le sait, hein, que c'est pas terrible. Il y a besoin de personne pour venir vous dire c'est peut-être pas génial le chocolat au lait, mais on va regarder pourquoi je m'avale une tablette de chocolat au lait. Et on va essayer de comprendre que désir et aversion, symboliquement, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que j'ai puissamment envie du produit ou que je le déteste, en fait, ça va juste être un révélateur qu'il y a quelque chose en lien avec la symbolique de cet aliment qui vient me chercher, quoi, vient me transmettre un message, encore une fois. Donc si je reste avec mon chocolat, en fait le chocolat, symboliquement, il nous ramène, alors ça paraît un peu facile, mais on va beaucoup se baser aussi sur la composante du produit, d'où il vient, comment il est vu par les populations qui l'utilisent de manière rituelle, parfois sacrée, comme c'est le cas du chocolat, parce qu'on est sur une culture en Amérique du Sud qui a été liée à des rituels. C'est-à-dire que c'était pas un aliment qu'on mangeait en tablette déjà, hein. Alors, on faisait une boisson à base de chocolat, on mettait souvent du piment avec, et puis évidemment il n'y a pas de lait. Donc le chocolat, c'est la boisson des dieux. Ça contient une substance qui s'appelle la théobromine, donc théo de la racine comme théologie, hein, donc qui veut dire Dieu. Donc c'est la substance des dieux.
Mais je vous en prie. Donc, en fait, le chocolat va nous permettre de rentrer en contact avec ce lien à l'amour de soi. Surtout le chocolat noir. Là, on va parler de chocolat noir. Elle avait peut-être envie de rester. Pauvre bichette. Bon, petite pause. Donc, chocolat noir, je vais être en contact avec un produit qui va combler un vide en moi. Encore une fois, pas de jugement. S'il y a un vide, c'est énergétique tout ça, hein, bah, je vais chercher un aliment qui va combler ce vide. Peu importe si c'est sucré, pas sucré, salé, si c'est fermenté, si c'est la couleur, l'origine. Enfin, c'est pas peu importe, puisque justement, c'est ça qui va compter dans le choix de l'aliment. Mais ce que je veux dire, peu importe, c'est cette notion de l'inconscient. Je suis pas conscient de ce que je fais à ce moment-là. Mais mon corps, il fait pas la différence entre le virtuel et le réel. Donc si j'ai besoin d'amour, parce que je ne suis pas, comme diraient les Québécois, en amour avec moi-même, j'ai de la peine en fait à m'aimer, je vais aller chercher le chocolat noir. Évidemment, il y a plus ou moins de sucre. Il y a les chocolats noirs 90%, et puis il y a ceux qui sont un peu plus sucrés. Puis après, on va passer au chocolat au lait. Donc là, on va mettre chocolat, sucre et lait. Et puis, on va avoir le chocolat blanc qui n'est plus du chocolat, puisque c'est le beurre de cacao avec du sucre. Donc là, ça raconte plus du tout la même chose, parce que je vais aller chercher que la graisse du produit. Donc à chaque fois, selon les aliments, ben, ça va raconter une histoire différente. Mais dites-vous que dans un premier temps, peu importe que vous adoriez ou que vous détestiez, ben, en fait, ça raconte un peu la même chose. C'est qu'il y a quelque chose à comprendre de ce que l'aliment, en fait, vous renvoie. Ça va jusque-là? Ça vous parle un peu? Oui? Alors ensuite, désir, aversion, on en a parlé. Peut-être on peut se dire que aujourd'hui, je suis à l'image de ce que je mange aujourd'hui. Évidemment que les goûts sont évolutifs parce que les expériences de vie évoluent. Mais normalement, et ça serait plutôt bon signe, si vous restez toujours sur le même aliment, le même fonctionnement, le même rituel alimentaire, c'est que peut-être le blocage, il est là. Puisque la vie, c'est le mouvement. Donc l'idée, c'est que on se reconfronte régulièrement à quelque chose, même si on n'aimait pas il y a un certain temps, peut-être qu'aujourd'hui, on est plus ouvert, on a fait de nouvelles expériences, on a grandi dans le sens vraiment de la croissance, hein. Et on va se reconfronter à un goût, une couleur, une saveur, une texture, parce que tout est important dans l'alimentation. On va parler de l'alimentation des 5 sens, parce que quand je mange, la première chose qui se passe, à votre avis, quel est le premier sens qui est en la vue? La première chose, c'est ce que je vais voir. Et là, déjà, on tient quelque chose de très important, parce que on a tendance aujourd'hui à tout uniformiser en lien avec l'alimentation. En fait, nous on dit souvent en naturopathie, il faut que l'assiette elle soit colorée. C'est 3, 4, 5 couleurs si possible au cours du repas. Si vous faites une purée mousseline knacky, si vous faites coquillettes à l'emmental, vous voyez tous ces repas que moi j'appelle du pré-mâché, c'est de la bouillie. Le matin, vous mangez un porridge avec flocons d'avoine, boisson végétale, c'est très naturel ça. Hein. Et là, déjà, moi, j'ai pas envie d'attaquer ma journée. Hein. Pas parce que le produit en soi est mauvais pour la santé, parce que juste, c'est beige, blanc-beige là, et il n'y a pas d'appétence dans la couleur. Mais c'est aussi un indicateur. Hein. Tout est intéressant, c'est ça qui est chouette. Le midi, je vais me faire une assiette de pâtes ou un riz avec, je sais pas, des champignons, une petite béchamel végétale, déjà, c'est un petit peu évolué, et un blanc de poulet. Vous voyez la couleur du truc, hein. Je reste dans des nuances très gris, beige, couleur crème, voilà. Et puis le soir, je vais me faire, je sais pas, un potage avec des petites pâtes, le potage avec les pâtes alphabet, là, un bouillon avec les pâtes. Ça c'est la déprime, hein, totale, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de couleur. Donc, et les grands chefs le savent, hein, on va déclencher l'appétence déjà avec la forme,
la couleur, les textures, et tout ça, en fait, l'œil le perçoit. Donc il va déjà transmettre toutes ces informations au cerveau, et vous êtes déjà avec un éveil, une envie de consommer le produit que vous aurez préparé. Ensuite, le deuxième sens, oui, l'odorat. Alors avec le toucher, c'est particulier, pardon, c'est qu'on ne mange plus avec les doigts. Enfin nous, en Occident, à part ce qu'on appelle, et c'est drôle, la finger food, c'est-à-dire l'alimentation qu'on mange avec les doigts. Ça c'est génial, les ados adorent, les enfants adorent, les adultes le disent pas mais ils adorent souvent aussi, parce que là je vais pouvoir toucher, sentir la texture, ça glisse, les frites, je vais sentir le grain de sel, je vais sentir la température, je vais pouvoir, j'ai vu hier, il y a le traiteur indien. Du coup, il y avait un monsieur qui mangeait son plat un peu à l'écart à Londres et mangeait avec les doigts. Parce qu'en fait, il y a encore des traditions aujourd'hui où on se pose même pas la question. On veut pas de fourchette, on prend une espèce de petite galette, une sorte de chapati, un âne, une pita en Grèce, peu importe, une galette en Amérique du Sud. Il y a toujours cette petite galette qui va accompagner le repas et qui va permettre de faire un peu la cuillère. Ou alors après, c'est les doigts qui font la cuillère. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que il y a la notion du microbiote qu'on va retrouver aussi sur la main. Alors je sais que c'est pas hyper tendance de dire ça en ce moment, hein, enfin ça va mieux là. Ça fait 3 ans, on peut se détendre un peu, on n'est plus tous à se mettre du gel hydroalcoolique 12 fois par jour, mais manger avec les doigts c'est aussi se contaminer. Donc il y a cette notion de bactéries, on parle des bactéries qu'on va trouver sur la peau, donc du microbiote cutané. On a des millions de bactéries sur notre peau, donc forcément, et sans compter tout ce qu'on touche, donc même si on se lave les mains avant de manger, voilà la vie quoi, on se retouche le visage, on fait un bisou, on caresse le chien et puis hop, on mange avec les doigts. Donc ça nous permet aussi de nous confronter au monde bactérien, aux microbes de notre environnement et du coup d'à chaque fois ramener de nouvelles informations qui vont être traitées encore une fois de manière inconsciente. Donc nous en Occident, depuis de nombreuses années, mais essentiellement depuis le 15e, 16e siècle, on a laissé les gueux manger dans des écuelles avec leur cuillère en bois et on a créé des fourchettes. La fourchette, c'est le prolongement des dents, d'accord ? Il y a des pics, ça permet de prendre, c'est long, c'est en métal, c'est beaucoup plus froid, ça met à distance. Donc on va rentrer dans le monde de la convention, parce qu'à l'époque, la fourchette, c'était pas fait pour les petites gens. C'était les gens qui avaient des moyens qui mangeaient avec des couverts, parce qu'il y a eu la fourchette, puis le couteau, et puis après il y a eu le premier couteau, le deuxième couteau, le troisième couteau, 3 fourchettes, et après vous êtes paumé. Vous savez plus par quoi vous commencez, laquelle, dans le bon sens, bref. Et vous voyez qu'on rentre dans la convention. Donc l'alimentation, c'est aussi de la convention, ça dépend aussi du milieu dans lequel vous avez grandi. Mais on revient à ce qu'on disait au début, à la croyance. Donc le toucher serait normalement avec l'odorat, finalement, à ex aequo, 2e, 3e sens. Évidemment l'odorat, là on va être directement en connexion avec le cerveau reptilien et 1000 informations vont passer, c'est la Madeleine de Proust, c'est j'aime pas quoi. On est vraiment directement sur ce côté hyper réactif, hyper puissant et hyper intéressant parce que là on peut pas se raconter d'histoire. C'est comme avec les huiles essentielles, on fait sentir, c'est soit ça fait soit ça fait ouais, on est sur content, pas content. Donc l'aliment, avec l'odorat, on va avoir déjà ce côté, on sait si je vais aimer ou si je vais pas aimer. Et puis bien sûr, ensuite vient le goût et l'ouïe en même temps ou juste après, puisque ce qui se passe dans la bouche, les bruits en fait buccaux et ce qui va se passer dans la sphère oropharyngée qui vont résonner dans l'oreille vont aussi contribuer à l'ensemble de ce qu'on appelle le goût. Le goût, c'est vraiment un ensemble de l'association des saveurs, donc les 5 saveurs et les 5 sens. Ok ? Ça va jusque-là ? Donc peut-être ce qu'on peut faire, c'est, vous n'êtes pas très nombreux, c'est proposer un peu d'échange, parce que c'est plus rigolo quand on le vit, en fait, tout ça, autour de l'alimentation. Sinon, la théorie, on peut en faire pendant 3-4 jours, parce qu'on peut passer tous les aliments en revue, en tout cas tous les groupes, toutes les familles d'aliments. Donc voilà, peut-être ce qu'on peut faire, c'est s'amuser un peu. Qu'est-ce que vous en pensez ?